Off and slow. Ce titre ressemble presque à un slogan publicitaire. Je vois déjà une personne de dos contemplant un crépuscule, une tasse de chai à la main. Et ce serait très spécifiquement du chai, je le précise. Enfin, le moment de se mettre au vert, au calme, de s'écouter respirer, palpiter sans exigence, sans attente. Accueillir la pause dans la pratique un peu comme des vacances. Il y a quelques années, j'avais pris connaissance d'une notion qui commençait à émerger dans le milieu, le burn-out spirituel. C'était très juste comme point. Ma pratique a débuté en 1993. Pas d'internet, pas de réseau, donc aucune pression si ce n'est celle de trouver un peu de matière dans les librairies et pourquoi pas une personne avec laquelle partager. Des enjeux très minimes à taille humaine, ainsi que beaucoup de temps et d'espace pour grandir et mûrir. En quelque sorte un apprentissage à la Montessori, où ce sont nos capacités à l'instant T qui définissent ce que nous développerons. Évitons les sujets de la performance et de l'esthétisme puisque ce sont eux qui poussent au crime. Ils sont trop bien connus, brandis parfois comme garantis dans des discours gonflés de bien-pensance et d'ego mal placés de personnes qui surfent pourtant sur les trends avec cette air de ne pas y toucher. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas d'un sujet, ce n'est pas parce que nous parlons d'un sujet, que ce soit pour le critiquer ou pour le valoriser, que nous sommes de bonnes personnes. Lorsque j'ai cédé à l'appel de la sorcellerie et de ses à-côtés, je n'imaginais rien. Il me semblait que ce serait une voie linéaire d'apprentissage et d'expérience sur laquelle je me devais de vite progresser. J'avais envie de voir les résultats qui me feraient passer de pauvre folle à c'est peut-être un peu plus qu'une lubie délirante. Le tarot, la haute magie, donc mon premier livre pour débuter la pratique et il fallait avoir envie, je me suis jetée dedans corps et âme. Ce fut une immersion totale, un full focus durable où chaque moment fut analysé, soupesé. J'ai du mal à imaginer mes adelphes les plus jeunes avoir cet espace et cette capacité désormais. Ce sera certainement perçu comme bouffi de suffisance, cependant j'ai pu constater en plus de 30 années de pratique la cyclicité des vieilles nouveautés. Le bombardement constant d'injonctions suaves, de nouveautés qui n'en sont pas, je le souligne de rechef, parasite nos relations et nos pratiques. Alors des fois, ça pète ou ça devient silence. Mais est-ce que j'ai su faire une différence à chaque fois entre la pause et le burn-out? Je ne crois pas. Mais l'inactivité fut à chaque fois salutaire. Vers 2018-2020, j'entendais donc parler pour la première fois du burn-out spirituel. Aliénor de Mystics Moons sur Instagram qui lâchait ce gros morceau bien glissant dans la mare païenne virtuelle où chaque tétard que nous sommes tente de voir un peu la lumière du jour. Je venais de claquer une fin de mission auprès d'un bosquet druidique où j'avais tenu le rôle de community manager pendant plusieurs années dans l'ombre, laissant la façade aux personnes munies des bons titres. Rédaction d'articles, édition d'un easinant interne, idées, recherche, rédaction de mise en page, études calendaires, animation de shadow work, conception rituelle, mailing, échange intra-bosquet, échange intra-collège, vidéo, etc. Tout ça dans un environnement paternaliste, misogyne, bien planqué dans sa tradition. Je restais dérangeante mais utile puisque, officieusement, les responsables échangeaient régulièrement avec moi. Personnellement, durant mon service, je ne me suis jamais dite que j'étais une bonne poire. J'expérimentais la construction d'une sororité, dépassant la tradition, lui servant de terreau de départ. Mais quel job, l'air de rien. J'étais devenue Laxis Mundis, et à côté, j'ai traduit des articles et même un livre qui, lui, fut ensuite édité sur ma proposition, et il a été retraduit car je suis autodidacte en anglais, donc il y a plein de traductions fines que je n'aurais pas su faire. À la naissance de mon fils, il devint difficile de tout assumer. Ce fut donc un burn-out spirituel. Là, tout s'est tu. Mon âme, mon cœur, je n'entendais plus le divin ou alors de vagues chuchotements. Je pourrais évoquer le fait d'apprendre à dire non, de responsabiliser autrui dans ce type de processus, plein de sujets déjà très souvent débattus ailleurs.
La pensée féministe se glisse ici aussi. Nous combattions des critiques misogynes sur notre fonctionnement avec une suractivité qualitative en guise de riposte. Classique. Je le mentionne sans esprit de critique. Toute notre société est une bête patriarcale blessée mortellement, animée de derniers sursauts sulfuriques. J'étais donc exsangue après une longue bataille contre cette pression. Pour vous résumer, par la suite, la plupart des femmes du Bosquet ont quitté ce collège, et j'ignore ce qu'il en est à ce jour sur la parité de ce groupe. Le burn-out survient lorsque nous ne reconnaissons plus aucune limite en nous, pour nous. La période de burn-out spirituel est à la fois un vide et une souffrance. Même si l'autel est là, rien ne s'y passe. Il devient un meuble exposant de jolis objets dépoussiérés régulièrement avec des gestes automatiques. Ce n'est pas que rien n'a de sens. Les connaissances, le souvenir des sensations rituelles et relationnelles sont là, mais rien ne vient s'ajouter à cette vivance spirituelle du passé. Ce n'est pas une pause, c'est un vide absolu et nécessaire, une hibernation de survie. Comment repartir après ça? Et que faire dans ces cas-là? Rien, vraiment. Il se peut que l'habitude ou la peine nous fasse allumer parfois une bougie, préparer une offrande. Je serai toutefois encline à ne pas forcer. Si l'envie vient, pourquoi pas? Si rien ne se produit durant des semaines, des mois, c'est que cela est nécessaire. La piété peut être le seul muscle restant de notre corps religieux comateux. Réinvestir la simplicité, l'immédiateté, sans attente, ne plus rien programmer, se laisser surprendre. Surtout se laisser le temps de revenir à cette sensorialité physique et subtile fine. Il se peut que des capacités soient modifiées de façon définitive durant cette phase. Ça arrive, ce n'est pas grave. Reconnecter à son élan spirituel est une œuvre lente, une convalescence durant laquelle les petits gestes vous sembleront vains, sans saveur. Pourtant, notez qu'ils se produisent. Juste ça, ils surviennent. Ce soir d'été, un verre à la main, un soft ou autre chose, en extérieur, la lune prend une autre dimension et on s'aperçoit que nous avons de nouveau cette vibration de célébration en nous qui palpite. Puis un geste de communion arrive et l'instant devient sacré. En gros, sortir d'un burn-out spirituel ne demande rien, si ce n'est d'accepter d'être dans le rien sans culpabilité. Le mérite de ce type de rupture involontaire dans la pratique, comme dans la pause volontaire d'ailleurs, est de faire le tri dans les relations. Oui, c'est bien mignon tout ça. J'évoque tout de même la configuration catastrophique de ce temps off qui fonce sur nous sans coup férir. Pourtant, la pause semble être bien plus commune que nous ne voulons bien le reconnaître. J'aurais tendance à croire que toute personne qui pratique suit un cycle qui lui est propre, avec des périodes plus intenses que d'autres. Et quels résultats ont eu les pauses? Vous l'aurez compris, j'ai eu plusieurs périodes de pause dans ma vie et l'évolution et l'historique de ce blog peuvent en témoigner. La première pause a duré 4 ans. Suite à un déménagement qui m'a plongée dans une profonde affliction, je suis tombée en léthargie. Avec le recul, je réalise que la rupture avec un territoire équivalait à me déraciner stricto sensu. Le deuil de cette terre a été terrible, d'autant que c'est là que les balbutiements de ma pratique se sont tenus. La psychométrie et l'exercice du pendule, qui étaient faciles à mettre en œuvre, devinrent inaccessibles. La première pratique est revenue très doucement, modifiée, un peu comme si j'étais devenue myope. La seconde, je l'utilise le plus souvent pour chercher un truc perdu dans la maison. Nous sommes tous TDA dans mon foyer, et nos vies sont un jeu de rôle constant avec des quêtes majeures et secondaires. La seconde pause fut plutôt de l'ordre de la crise mystique déclenchée par un sort. Ce sort, c'était le fruit d'une colère dont j'étais la cible. Donc là, j'ai voulu tout jeter, tout arrêter. Et j'ai réalisé une grande purge par le feu. La reprise s'est faite timidement,
Il a fallu contrebalancer en agissant sur plusieurs fronts, le corps, le cœur et l'esprit. Et cette pause a été extrêmement bénéfique, bien qu'elle fût involontaire, et qu'elle fut la conséquence également d'un acte mal maîtrisé. Je pense toujours que l'origine est due principalement à une mauvaise communication couplée à des émotions et une énergie mal gérée. Donc là, j'ai revu toutes mes bases, et ça a été le départ d'une exploration moins rapide, de protocoles magiques plus longs, et de mon investissement qui s'est concrétisé auprès de la divinité qui m'a guidée à cette période et pendant de nombreuses années par la suite. La troisième pause, je l'ai relatée plus haut, ça a été un burn-out. Je suis restée bête devant mes jolis hôtels, j'ai fait un tri de malade dans mes bouquins, mes affaires, mes relations. Je pense qu'il reste une photo de ça sur mon feed Insta, un gros tas sur mon lit de l'époque. L'image surgit dans mon esprit et le souvenir de ma pesanteur colonise aussitôt mon cœur. Ce que j'ai développé entre la première et la troisième pause, je l'ai conservé, ce qui fut un soulagement. Puis vinrent les pauses choisies, sur les réseaux et dans ma pratique. Des moments off, de vraies vacances, des tête-à-tête prolongés avec moi-même pour faire le point. Je mentionnais plutôt le fait que chaque personne a son propre cycle. J'ajoute ici que nous persistons souvent à suivre coûte que coûte le rythme, même avec un geste ou une pensée. La lune, les célébrations, les passages, lancer des sorts selon les étoiles, suivre des trends. C'est la raison pour laquelle je précise dans mon précédent billet que rien n'est obligatoire dans ce que j'ai proposé. La manifestation la plus évidente de cette philosophie est qu'entre mes débuts et aujourd'hui, la fréquence de ma pratique sorcière orientée sur les sorts a drastiquement diminué. J'ai appris à mobiliser mon corps et mon esprit avant de me jeter dans le chaudron tête baissée. Je mature des projets magiques sur de longues périodes. Rien de révolutionnaire, il y a moultes exemples de personnes pratiquantes qui partagent sur des protocoles longs avec des étapes complexes. Il est possible de réaliser la même chose avec des pratiques plus simples si ça peut rassurer une personne ou deux dans l'audience. Je pratique la marche labyrinthique et le labyrinthe digital, et quand je le fais, je m'octroie des moments de pause durant l'exécution pour laisser l'idée du travail maturer, évoluer durant le process. Puis je reprends le mouvement, peu importe l'état émotionnel, énergétique et physique dans lequel je me trouve à l'issue. Je me sens quelque part glorieuse d'avoir pu savourer le chemin à ce que je pense être sa juste valeur, d'avoir donné une chance à mon propre désir de s'exprimer le plus librement possible, hors influence ou contrainte. Cette lenteur, que j'ai mise en sous-titre sur le blog, cette slow witchery, est une volonté de laisser la graine pousser sans la forcer, de prendre le temps d'observer ce qui a besoin d'être renforcé, soulagé ou diminué dans le tissage en moi et autour de moi. Un jour, je passerai à l'écrit sur la pratique sorcière et la neurodivergence, ou du moins exposer mon expérience et ce qui en découle, car la philosophie de la slow witchery a des bénéfices dans ce cadre-là. Une maturation devient possible pour toute chose sur la voie sorcière. Les urgences sont toujours là. Toutefois, elles ne se produisent pas tous les jours. Si c'est le cas, je m'interrogerai sur ma perception et mon entourage. En fait, il y a un autre élément clé dans cette popote très perso, ma vie. Je n'adapte plus ma vie à ma pratique. C'est l'inverse qui se produit. J'ai un emploi, j'ai une micro-entreprise, un enfant neurodivergent en garde alternée, une épouse, une immense maison, un plus grand jardin encore. Et s'adapter est pour moi aussi un axe de slow witchery. Je m'interroge régulièrement sur la valeur d'une voix solitaire et sur les groupes avec la lentille toujours slow witchery. La solitude offre un espace extraordinaire d'observation de soi, si bien que j'ai tendance à considérer que la pause est un rituel, un temps sacré. Le mouvement cesse pour voir ce qui émerge dans l'immobilité. Si vous collaborez et relationnez en groupe et que vous vous sentez brusqué, bloqué, posez une demande claire d'un temps de mise en sommeil, à réévaluer ultérieurement lors d'entretiens espacés selon vos possibilités avec les personnes qui sont les référentes dans le groupe.
et cela peut se faire si la communication est qualitative, et j'entends par là honnête, directe, sans présupposés. Je conclurai avec une dernière notion, sur laquelle je reviendrai dans un futur plus ou moins proche. La possibilité que les pauses vécues soient des préambules à l'appel ou le départ d'une divinité. Donc d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que demain existe encore.